C'est une France orpheline d'un nouveau modèle que nous décrit David Jaïs. Pourtant, le normalien et énarque tentent d'adresser dans le nouveau modèle français un message positif. C'est paru chez Alary. Il va à l'encontre du discours de plus en plus répandu sur le déclin français. Il voit dans la société civile des frémissements d'une France qui change et qui peut se tracer un chemin comme elle a su le faire dans l'après-guerre. David Jaïs, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Soyez le bienvenu sur RCJ. Alors, on va longuement parler de cette France de demain que vous appelez de vos voeux, mais aussi donc des propositions concrètes. C'est quasiment un programme présidentiel que vous avez écrit sur ce donc nouveau modèle de société que vous souhaitez. Mais avant toute chose, vous avez voulu réserver une très grande place dans votre livre à un rappel historique. Vous parlez donc de cette France de 1945, une France humiliée comme jamais en 1940, hantée par la honte de la collaboration, une France qui se regarde à ce moment-là dans le miroir et décide de se réinventer avec des forces issues de la résistance qui font un constat commun. La France doit se réinventer donc, se moderniser et inventer donc ce nouveau modèle français, et il sera porté par des personnalités par exemple comme Jean Monnet. Oui, en 1944, quand la France est libérée, quand la deuxième division blindée du général Leclerc entre dans Paris, De Gaulle écrit dans ses mémoires de guerre: en se retirant, la marée découvre le corps disloqué de la France. Et c'est vraiment bien d'un corps disloqué dont il s'agit. Un pays ruiné, 25% des bâtiments détruits, 1 million de sans-domicile. Il faut imaginer ce que c'est. 2 millions de déportés et de prisonniers qu'il faut gérer. Et puis un pays qui est psychologiquement anéanti, puisque 1940 avait constitué le point le plus noir de notre histoire. L'armée française avait été mise en déroute en quelques semaines par l'armée allemande, et puis 4 années de collaboration et de Vichy avaient achevé en quelque sorte de visser le pays dans la honte. Et d'ailleurs je m'étonne qu'en ce moment certains cherchent à réhabiliter cette période qui était vraiment une période très noire de notre histoire. Et donc, si vous voulez, en 1944, c'est pas gagné que la France se relève. Et pourtant, il y a toute une génération animée de l'esprit de résistance qui appartient à des courants de pensée, à des sensibilités très différentes, des communistes, des socialistes, des gaullistes, des chrétiens-démocrates, qui va essayer de poser un diagnostic commun sur le moment, 44-45, et qui va trouver des compromis malgré les divisions et les oppositions qui peuvent exister entre eux. Et c'est ce que j'essaie de décrire par le menu dans la première partie du livre. Ce modèle français d'après-guerre, il repose sur quoi ? Un consensus. D'abord un consensus sur l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ça peut paraître trivial de dire ça, mais aujourd'hui, c'est pas si évident que nos enfants vivront mieux que nous. Quand on voit le défi climatique, quand on voit la charge de la dette, quand on voit toutes les menaces qui planent à l'horizon, qui s'amoncellent comme des nuages gros d'orage et de pluie. Et là, il y a cette conviction très forte qu'on va reconstruire un pays qui ira beaucoup mieux demain. Mais à côté de ça, il y a 2 autres éléments de compromis plus matériels. Le premier, c'est l'idée que la France a perdu en 1940 parce qu'elle ne s'était pas suffisamment industrialisée face à l'aviation allemande, face aux blindés allemands qu'on avait produits en masse grâce aux usines qu'Hitler avait fait construire au moment du réarmement de l'Allemagne. La France s'est trouvée démunie, elle avait une armée vieillotte. Et à cette époque, on se dit que la France est encore trop agricole par rapport à l'Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis, bien sûr, et même à l'Union soviétique. Donc tout le monde, du Parti communiste au gaulliste, est convaincu qu'il faut industrialiser. Maurice Thorez parle de la bataille de la production. Et donc il y a un consensus autour de l'industrie qui fait qu'il va y avoir des nationalisations d'entreprises comme l'EDF, les Charbonnages de France, les opérateurs de transport comme Air France ou même l'équipementier, le constructeur automobile Renault. Et puis à côté de ce consensus national sur l'industrie, il y a aussi un consensus sur l'idée que la puissance publique doit se mêler du bien-être social des gens. Et donc on crée en 1944 la sécurité sociale, on crée les comités d'entreprise, et donc il y a une sorte de pacte productif et social qui se met en place dans ces années 44-45. Tout le monde se lance à corps perdu dans la bataille de la production, y compris la CGT et le Parti communiste, qui disent qu'il faut travailler plus que la semaine de 40 heures, mais en contrepartie, on crée... Inspiré par le communisme. Bien sûr, et en contrepartie, on crée la sécurité sociale, on crée les droits sociaux, on améliore le droit du travail, et donc il y a vraiment un esprit de compromis autour d'un modèle très original
original, dans lequel l'État joue un rôle important, mais où l'État, en fait, se retrouve un peu comme chef d'orchestre de beaucoup d'acteurs, y compris des entreprises, y compris la société. Et ce modèle français, en fait, il a servi de matrice au développement de la France durant les 30 ou 40 années d'après-guerre, qu'on a appelées les 30 Glorieuses. Alors là, va naître une France nouvelle, qui se modernise, même parfois à marche forcée. Vous citez l'exemple du monde agricole qui disparaît en quelques années. Alors c'est le programme nucléaire, c'est la sécurité sociale, vous venez de le dire, l'investissement dans la recherche spatiale aussi, le Concorde, le consumérisme aussi, la découverte de l'ARN messager. Vous décrivez un élan dans cette France des 30 Glorieuses. Un élan sur lequel nous vivons encore et dont nous sommes souvent nostalgiques. Mais j'essaie de le décrire de la manière la plus nuancée possible. C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées extraordinaires, mais il ne faut pas oublier les grands perdants de la modernisation. La modernisation de l'agriculture, c'est effectivement la fin de la civilisation paysanne, parce que en 1945, 40% de la population active est encore dans les campagnes. Et en l'espace de quelques années, avec les crédits du plan Marshall, on va acheter des tracteurs et des moissonneuses-batteuses pour augmenter les rendements de l'agriculture. Et donc on va se retrouver avec des centaines de milliers de bras désœuvrés dans les campagnes. Et ces paysans désœuvrés vont alimenter l'exode rural et vont aller travailler dans les usines ou dans les villes. Donc c'est des transformations très profondes. Il y a un autre monde qui va être très fortement affecté, c'est le monde de la boutique, le monde des indépendants, des artisans. C'est pas pour rien qu'il y a un mouvement poujadiste très fort dans les années 50, parce que c'est un chant du cygne en quelque sorte de ce monde des indépendants qui est frappé de plein fouet par la modernisation. Les grandes surfaces vont arriver bientôt, qui est souvent très rétif aux contrôles fiscaux, à la modernisation de l'administration fiscale, à la création de la TVA. Enfin, il y a toute une série comme ça d'inventions de la haute fonction publique modernisatrice qui va créer beaucoup de résistance. Donc il a suscité des résistances. Et puis c'est une époque de pollution, d'accélération énergétique sans précédent. Le pétrole devient omniprésent dans nos vies. Le pétrole qu'on utilise pour fabriquer les sacs plastiques, le pétrole qu'on met évidemment dans nos voitures pour circuler, le pétrole qui sert aussi à couler du béton. Le pétrole est omniprésent dans nos vies. Alors ce modèle va se gripper, évidemment. Alors déjà, avec des soubresauts en mai 68, on sent qu'il y a un frémissement dans la société, quelque chose qui ne va pas, puis le choc pétrolier. Et vous expliquez donc dans les détails ce délitement économique, social, pour arriver donc à cette France fracturée d'aujourd'hui. Que s'est-il passé en 30 ans ? Ce qui s'est passé, c'est en fait que les différents piliers du modèle que j'évoquais tout à l'heure ont été ébranlés les uns après les autres. La confiance dans l'avenir, si vous voulez, quand vous êtes une génération qui a vécu 2 guerres mondiales, qui a vécu la crise économique des années 30, vous pouvez que souhaiter un meilleur avenir à vos enfants. Et donc vous êtes dans ce qu'on a appelé le report de la satisfaction. C'est-à-dire on doit travailler dur, demain sera meilleur. Demain sera un autre jour et ça sera un jour meilleur. La génération qui arrive dans la visibilité en 1968, c'est ce qu'on appelle les baby boomers. C'est ceux qui sont nés après 1943. Et eux, ils ont connu une France de l'expansion. Donc une France de 5% de croissance, une France en paix, puisqu'après 1962, la France ne connaît plus la guerre. Et ils ne comprennent pas le discours de leurs parents, le discours de la génération de la résistance. Pourquoi cette austérité ? Pourquoi cette obsession du report de la satisfaction ? Eux, ils veulent jouir, sans entrave. C'est un slogan de 68. Il y a un autre slogan qui est « tout de suite ». Donc on passe dans un régime temporel que l'historien François Hartog a appelé le présentisme, c'est-à-dire maintenant est plus important que demain. Mais les années 70 vont aussi apporter leur lot de déceptions économiques. La crise pétrolière de 73 qui fait augmenter les prix de l'énergie, elle va avoir des répercussions sur la vie des entreprises et des ménages. La facture énergétique augmente. Et là, brutalement, en fait, la France se rend compte qu'elle est dans une économie mondiale. Et que c'est pas un pays fermé sur lui-même. Et donc ça va avoir des conséquences sur l'industrie lourde, la sidérurgie, la métallurgie. Il va y avoir des faillites, etc. Donc on a un modèle économique qui se détraque à ce moment-là. Et une France qu'on n'arrive pas à relancer en 81. Et une France qu'on n'arrive pas à relancer. Et ce qui se passe en réalité, c'est que le seul pan du modèle qui continue à tenir, c'est le pan social. C'est la sécurité sociale, c'est la dépense sociale. Et donc la dépense sociale augmente. Parce que la population vieillit, parce qu'il y a une immigration importante, parce que les soins de santé sont toujours plus chers, évidemment, puisqu'on utilise du matériel médical. Donc le modèle social coûte de plus en plus cher, mais le modèle économique s'est un peu décomposé. Et donc pour financer ce modèle social à partir des années 80, on va avoir une préférence pour la dette. Donc en 82, on a une dette à 20%, en 96, on a une dette à 60%, et aujourd'hui, on a une dette à 120%. Donc on hypothèque un peu les chances des générations futures. Et c'est intéressant parce que si vous voulez, ce modèle français,
il est encore omniprésent dans nos débats. Soit il y a ceux qui disent il faut revenir au modèle d'après-guerre et qui vivent un peu dans un mythe qui a été quand même très ébranlé par la réalité. Soit il y a ceux qui disent ce modèle, il faut le jeter aux orties, inspirons-nous des modèles qui marchent. Et donc chaque décennie voit son modèle phare. Donc les années 80, c'était le modèle japonais. Rappelez-vous, on disait le Japon va être la première puissance mondiale. Les années 90, c'était le modèle suédois ou le modèle danois, la social-démocratie. Les années 2000, c'était le modèle allemand parce que l'Allemagne avait réussi à réformer le marché du travail. Et vous dites que la France ne doit pas s'inspirer d'un autre modèle que le sien par rapport à ses propres ressources. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle ne doit pas s'inspirer dans l'absolu, mais elle ne doit pas greffer un modèle venu de l'extérieur tel quel, sinon il y aura un rejet de greffe. La France doit travailler sur ses forces et ses faiblesses. Le fait que l'État soit relativement central dans notre pays, le fait qu'on ait des compétences, qu'on ait des infrastructures, le fait qu'on ait un réseau de villes moyennes et de petites villes qui nous vient du Moyen-Âge, le fait qu'on ait de tels actifs dans des domaines comme l'agriculture, comme la santé, comme la recherche fondamentale, le fait qu'on soit capable d'être une terre d'accueil, d'excellence, d'hospitalité. C'est des actifs qui vont être très précieux dans le monde de demain, dans ce monde des transitions. Alors justement, ce nouveau modèle français, vous appelez donc dans la deuxième partie de ce livre à la création donc de ce modèle nouvelle génération, donc avec quand même les mêmes ingrédients qu'en 1945 pour le préparer, c'est-à-dire déjà un constat partagé. C'est quelque chose de très important, de partager le constat d'échec aujourd'hui, puis la nécessité de se renouveler, mais surtout de retrouver un État planificateur qui arrive à penser le long terme. Alors pour cela, par exemple, vous militez sur le plan politique pour la redéfinition de la fonction présidentielle, plus sur le temps long, et donner les affaires quotidiennes au Premier ministre. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la classe politique est tombée dans le gouffre de l'immédiateté. C'est plus possible de faire des projets à long terme. Nous sommes dans un monde où on va devoir conduire la transition écologique, où on va devoir conduire la transition énergétique, où on a un vieillissement de la population, où on a une modification profonde de notre économie. Ça, c'est des transitions extrêmement lourdes qui nécessitent des stratégies sur plusieurs décennies. Et au lieu de ça, on change de président tous les 5 ans. Le président élu se retrouve pourvu d'une majorité de manière quasiment automatique, mais il a une opposition contre lui. Il crame tout son capital politique sur 2 ou 3 réformes de début de quinquennat. Ensuite, sa courbe de popularité dégringole. Il est entravé pour agir. Les crises se multiplient. Et puis, de toute façon, on arrive très vite, 1 an et demi, 2 ans avant la prochaine élection. Donc, on ne peut pas construire des stratégies de long terme. Et vous voyez bien que, on l'a vu au moment du Covid, la partie va se jouer entre les régimes autoritaires et les démocraties. Et les régimes autoritaires, parce qu'ils détestent la démocratie, ils peuvent construire des stratégies de long terme en chambre. Donc tout l'enjeu, à mon sens, pour la démocratie, c'est d'arriver à construire des stratégies de long terme tout en restant des démocraties vibrantes. Et moi, je pense qu'on peut parfaitement être une démocratie avec des controverses, avec le jeu de la majorité de l'opposition, avec de la contradiction, tout en étant capable de se mettre d'accord sur les grands sujets qui nécessitent des consensus nationaux. Je pense que la transition énergétique, c'en est un. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir des débats idéologiques sur le nucléaire ou sur je ne sais quoi. Il faut qu'on soit capable de se mettre d'accord sur des grandes stratégies. Et pour ça, il faut dépolitiser cette question. Ça ne veut pas dire dépolitiser, parce que dépolitiser, ça voudrait dire faire le truc à l'allemande, dire on va graver dans la Constitution, pas de déficit, ou bien on va graver dans la Constitution le principe... Donc, le pragmatisme, tout simplement ? Non, des institutions qui permettent de conquérir des chantiers de long terme par la démocratie. Je pense que la présidence... Déconnecter la fonction présidentielle du Parlement en disant le président, il doit revenir dans l'esprit du général de Gaulle, du discours de Bayeux, qui était à la fois l'arbitre et le garant du long terme, celui qui est chargé d'apaiser, de faire les grands compromis, et pas d'être justement au milieu de l'arène, en première ligne, la cible de toutes les attaques et de toutes les... Est-ce encore possible aujourd'hui ? Ça suppose des après évolutions les présidences institutionnelles. de Sarkozy, Mais vous voyez bien que Sarkozy, Hollande, Macron, c'est des personnalités très différentes. Et les 3 personnalités ont eu les mêmes problèmes. Donc c'est pas le problème, c'est pas l'homme, c'est la fonction qui est aujourd'hui, à cause du quinquennat, à cause de l'inversion du calendrier, à cause du non-cumul des mandats aussi qui éloigne les parlementaires de leur ancrage local. Tout ça produit, en fait, tout ça abîme la fonction présidentielle. Mais c'est pas tout. Il faut qu'on puisse avoir un lieu. Moi, je propose la création de la Chambre de l'avenir, mais c'est un lieu dans lequel, en fait, on peut mettre côte à côte des syndicalistes, des patrons, des experts, des élus, des citoyens. Est-ce que ces France-là peuvent encore se parler ? Vous parlez d'une France fracturée. Mais c'est un plan pour recoller les morceaux. Si on ne recolle pas les morceaux, on va aller vers l'anarchie et vers le chaos. Et d'ailleurs, on a des candidats ou des pseudo-candidats
qui aujourd'hui prospèrent sur le chaos et sur l'anarchie, en nous expliquant que ça va être la guerre civile. Mais en fait, c'est si eux sont élus qu'on va avoir la guerre civile. Ce sont des fauteurs de guerre civile. Ce livre, c'est une volonté, au contraire, de proposer la concorde, la réconciliation et la paix civile, parce que la tâche d'un responsable de l'État, c'est ça. C'est d'assurer la concorde d'abord. C'est de faire en sorte qu'il y ait de l'amitié civique, que les gens s'entendent. Et si vous voulez, aujourd'hui, il est minuit moins une de ce point de vue-là. Alors effectivement l'État présent, archi présent même, vous dites que dans le rôle de l'État, vous expliquez aux États-Unis, c'est assez surprenant qu'une société comme SpaceX, dont on parle énormément et encore ce matin, ou encore Tesla, ont connu cette croissance rapide, cette innovation, grâce à des crédits alloués par tout simplement des fonds publics. Parce que la force du modèle américain, en fait, c'est le pragmatisme industriel qu'on avait à l'époque de De Gaulle et de Pompidou et qu'on a complètement perdu depuis. Parce que depuis, on s'est abîmé dans des débats idéologiques. Il y a d'un côté ceux qui disent c'est l'État qui va tout faire, il ne faut pas parler au secteur privé, c'est sale, ça pue, c'est méchant. Et puis de l'autre, il y a ceux qui disent mais arrêtez avec l'État, il faut que l'État se coupe les mains et les jambes, c'est le secteur privé qui va tout faire. Mais non, SpaceX, Tesla, c'est des aventures industrielles extraordinaires parce qu'à un moment, vous avez la NASA qui signe 12 contrats pour des lancements de satellites vers la Station spatiale internationale à un jeune entrepreneur qui a raté la plupart de ses lancements auparavant. Et qui du coup lui fait un carnet de commandes et sauve une boîte qui était en train de couler. Tesla, il bénéficie d'un prêt du département américain de l'énergie de 465 millions d'euros. Donc vous voyez que la puissance publique américaine, elle est là quand il y a des projets industriels. Et si on veut demain être les leaders industriels de ce que j'appelle l'économie du bien-être, en fait c'est l'économie des transitions. C'est transition écologique, c'est bien sûr l'éco-construction, c'est les mobilités douces, c'est le nucléaire, c'est l'agroalimentaire de demain, à la fois productive et en même temps décarbonée. Si on veut être les leaders de ces transitions, il faudra qu'on ait des projets industriels qui fassent travailler ensemble et l'État, et les grandes entreprises, et les startups, et les laboratoires de recherche, et que tout ça marche en bonne intelligence. C'est le pragmatisme industriel. Alors justement, on en vient à cette économie du bien-être. Bon, pour résumer un peu votre pensée, dans cette France qui, comme le disait Sylvain Tesson, et vous le dites dans le livre aussi, est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, eh bien vous trouvez et vous nous prouvez qu'il y a des signaux d'une France nouvelle. Vous pointez des initiatives personnelles. Une France qui est déjà en train de changer, des habitudes de consommation qui changent, les Français retournent vers les villes moyennes, voient leurs priorités aussi se modifier. Il y a cette étude sur ce que les gens postent sur Instagram et qui dit énormément de leurs priorités aujourd'hui. Voilà, vous parlez du jardin aussi qui est devenu très importante. Et donc toute cette tendance pour vous, eh bien, c'est un levier de croissance pour cette économie du bien-être. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques phrases ? D'abord, si vous voulez, la vie des gens, effectivement, elle est en train de changer très profondément. Et on s'en rend pas compte, c'est pas traduit dans les discours politiques. Alors que théoriquement, les discours politiques, ils sont censés prendre en charge la vie des gens, puisque les discours politiques, ils sont censés nous raconter ce que les gens vivent. Et si les gens se détournent autant de la politique aujourd'hui, c'est précisément parce que les discours politiques ne prennent plus en charge la vie des gens. Complaisamment relayés en cela par les médias qui, eux, adorent mettre à l'agenda aussi des sujets qui ne concernent pas la vie des gens. Et la vie des gens, c'est pas de parler tous les matins au café du grand remplacement. La vie des gens, c'est ce qu'on a vu dans le grand débat national, ce qu'on a vu au moment des Gilets jaunes. C'est qu'ils aspirent à vivre une vie digne, à gagner mieux leur vie, à être moins écrasés par les dépenses contraintes, à pouvoir profiter de vacances, de loisirs, parce qu'on est dans des sociétés post-matérialistes en quelque sorte, à pouvoir profiter quand ils y ont accès de la culture. Et puis c'est tout un tas d'habitudes qui changent. On veut faire soi-même, on veut retrouver la maîtrise du cycle, on veut être capable de cultiver son jardin, on veut pouvoir cuisiner des bons plats, maîtriser la provenance et la traçabilité des aliments. Il y a une vraie révolution qui se passe dans la vie des gens, et c'est la révolution des usages, c'est-à-dire qu'on veut être acteur du processus. On ne veut pas acheter un t-shirt fabriqué en Chine dans on ne sait quelles conditions, on préfère acheter local. On ne veut pas acheter une boîte de conserve qui a traversé les 5 mers et les 5 océans. Mais et vous dites que la France a tous les atouts justement pour répondre à cette économie-là. Bien sûr, il y a des actifs qui sont extraordinaires. Je le disais par exemple sur l'agriculture, c'est une puissance agricole, tout le monde le dit. Aujourd'hui, la France pourrait demain devenir leader de l'innovation dans l'agriculture décarbonée.
Il y a des entreprises extraordinaires, comme Insect par exemple, qui produisent des protéines issues de larves de scarabées qui servent à nourrir les animaux d'élevage et qui sont des alternatives extraordinaires au soja. Lequel soja est cultivé en Amérique latine sur fond de déforestation de la forêt amazonienne. Donc il y a de la créativité, il y a des infrastructures, il y a des services publics, il y a de quoi faire. Et l'économie du bien-être, c'est quoi ? C'est une économie qui, en réalité, est centrée sur les usages et les expériences, beaucoup plus que sur la consommation matérielle des choses. Et c'est une économie qui crée autant de valeurs sociales et environnementales que de valeurs économiques. Alors même ce qui est habituellement décrit comme un problème, vous en faites un atout, par exemple le vieillissement de la population. Vous dites que c'est aussi là un levier de croissance. C'est un levier de croissance à condition qu'on se réapproprie et qu'on arrête de le voir comme une calamité. Déjà, le terme vieillissement est gênant. Ça donne l'impression que ça nous arrivera à tous de vieillir. C'est pas une calamité en soi, ça fait partie de la vie. C'est comme la mort et les taxes, ça nous arrivera à tous. Mais si on dit c'est la révolution de la longévité plutôt que le vieillissement, et qu'on en fait le levier d'un projet de société, d'un projet économique en disant on va réinventer la solidarité entre les personnes âgées et les plus jeunes, on va réinventer l'habitat, on va réinventer la ville, on va être plus en empathie, plus dans le soin vis-à-vis des autres, parce que les personnes âgées sont des personnes fragiles, vulnérables, donc on crée des relations de soins entre les gens. Ça peut devenir le support d'un projet de société, mais aussi d'un projet économique, parce que derrière, il y a évidemment toute une économie. La domotique, par exemple, le fait d'équiper les maisons pour maintenir dans l'indépendance des personnes âgées qui risquent de tomber dans la dépendance, c'est un levier de croissance. Le fait de construire des résidences services seniors, des colocations intergénérationnelles, c'est un levier d'urbanisme. Et donc vous voyez que là, ces grandes transitions, la France, elle a les atouts pour en être un des leaders mondiaux, mais à condition de les articuler à un projet de société et d'être positive. Alors, pour arriver justement à ce nouveau modèle français, à ce déclic, quel est notre déclic aujourd'hui ? Il est où notre 1940 à nous ? Est-ce que, par exemple, ce n'est pas le fait que Sanofi, grande entreprise française, n'ait pas réussi à trouver le vaccin contre le Covid, alors que les États-Unis en ont produit 3, voire 4, et que la Grande-Bretagne aussi a eu son vaccin ? Alors, on a beaucoup entendu des commentaires au moment de la crise du Covid sur le juin 40 sanitaire. Bon, moi, je pense que tout ça est excessif et tout ce qui est excessif est insignifiant. Et vous savez, Marc Bloch, l'auteur de L'étrange défaite, avait dit, au fond, cette brûlure, cette blessure de 1940, elle est peut-être une chance parce que la jeune génération sera obligée de travailler dans la rage. La rage et l'urgence de cette blessure et de la défaite. Moi, je ne nous souhaite pas des humiliations de cette envergure. Personne ne les souhaite. Personne ne les souhaite, mais il y a des gens qui disent oui, la France, elle ne change que quand elle fait la révolution ou la guerre. Moi, je veux pas qu'on fasse la guerre. Et c'est justement parce que je veux pas qu'on en arrive à ces extrémités-là ou à ces chocs brutaux, parce qu'aujourd'hui, ça sera pas des guerres, ça sera des chocs énergétiques. On commence à en voir les prémices avec les gilets jaunes, les prix de l'essence, avec les factures énergétiques en ce moment. Mais ça, c'est des pichenettes par rapport aux gigantesques claques qu'on va se prendre dans les prochaines années. Moi, je ne nous souhaite pas des chocs, parce que si on fait des chocs, ça veut dire qu'on n'aura pas mis en place ce que je préconise, c'est-à-dire le temps long et l'anticipation. Donc justement, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse éviter de se prendre des claques dans la tronche. Et pour éviter de se prendre des claques dans la tronche, ça veut dire qu'il faut être capable d'être dans l'anticipation. Et donc, on soit capable de construire des institutions qui nous permettent de construire ces transitions de manière intelligente et apaisée. Mais est-ce que pour y arriver, ça sera ma dernière question, il est justement pas important de réapprendre à se parler ? Est-ce que ce n'est pas la première chose à faire ? C'est la base de tout, c'est pour ça que je termine mon livre là-dessus. Comment le faire ? Il y a deux choses, c'est l'école et le débat public. Il faut qu'on enseigne à nouveau vraiment ce que c'est que d'être un citoyen. C'est pas juste un consommateur qui va faire les courses et qui rentre chez lui, c'est quelqu'un qui, justement... Vous dites qu'on a trop pensé moyen, mais on n'a pas assez pensé manière sur l'école. Oui, bien sûr. Bien sûr, à chaque fois qu'on a un débat sur l'école, c'est comment on paye les profs. Bien sûr qu'il faut augmenter le salaire des enseignants, peut-être pas le doubler, parce que ça c'est pas réaliste, mais il faut réfléchir à ça. Mais ça suffit pas de dire on va créer des postes, on va augmenter les salaires. C'est qu'est-ce qu'on enseigne, comment... Il y a une civilité française qu'il faut retrouver, et ça passe par l'école, mais ça passe aussi, et c'est là que les médias ont une responsabilité, par une culture du débat public. Il faut qu'on puisse réapprendre à se parler. C'est ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. On sait juste s'invectiver. Et ça, c'est dangereux. Ça nous amène dans les spirales qu'on voit en ce moment, de populistes qui prennent le contrôle de l'agenda médiatique et qui agitent les peurs, alors qu'on a besoin, au contraire, d'être
vraiment dans l'anticipation et dans l'action. Moi, je suis pas du tout... vous voyez, je pense qu'il y a des chantiers immenses devant nous, qu'il y a des défis immenses. Je suis pas un optimiste béat. Je sais que le sol se dérobe sous nos pieds, mais c'est par un surcroît de délibération et de construction, et certainement pas en agitant les peurs. Merci pour ce livre et ce message très positif, David Edjaïs, le nouveau modèle français, c'est chez Alary Édition. Merci de votre invitation. D'être venu sur RCJ.